Aujourd'hui, nous parlerons des contes et légendes de la Vendée, un coin de l'ouest de la France. J'espère que ce que j'aurai compilé ici va vous plaire, et je vous propose de commencer dès maintenant. Il s'agit d'un personnage assez connu de la mythologie française, une fée à queue de serpent que l'on nomme Mélusine. Il semblerait qu'elle ait donc pas mal marqué le paysage de la Vendée. Mais quelle est donc son histoire et pourquoi une telle apparence? Nous allons le savoir très vite. Dans son enfance, Précine, sa mère, lança une malédiction à ses 3 filles en punition pour avoir offensé leur père Élinas, le roi d'Albanie. Mélusine fut donc soumise à une transformation. Chaque samedi, ses jambes devenant écailles et queue de serpent, maléfice qui serait irréversible à l'instant où un regard se poserait sur elle. Un jour, elle tomba sur un homme, semblant errer dans la forêt de Colombier avec grande peine au cœur, car il venait tout juste de perdre son oncle à la suite d'une traque au sanglier ayant mal tourné. La vue d'une femme aussi jolie guérit quelque peu son mal, et à la suite d'une discussion, leur amour naquit. Cependant, elle posa une condition à l'homme prénommé Raymondin. Il ne devrait jamais chercher à savoir où elle disparaissait chaque nuit, seule condition à laquelle elle consentirait à l'épouser. Grand bien lui prit d'accepter, car il prospéra grandement grâce à ses talents. À vrai dire, selon la légende, en une seule nuit, le château de Lusignan fut construit. Nombre de collines alentours furent également recouvertes de cités et de forteresses, mais il serait un peu long de toutes les énumérer. Quoi qu'il en soit, Mélusine acquit rapidement la renommée d'une bâtisseuse. Cependant, les rumeurs allaient également en bon train, car de ce mariage étaient nés 10 enfants, tous infirmes d'une manière ou d'une autre. Cela n'aida pas non plus que la mère disparaisse chaque samedi sans donner de nouvelles. Raymondin, mal conseillé par son frère, finit par craindre une tromperie de la part de sa femme à chaque disparition. Un samedi, il se rendit donc à la tour où elle s'exilait, força la porte et l'aperçut dans le bas, nettoyant sa longue queue de serpent en guise de jambe. Cela mit fin à leur histoire. Mélusine disparut en ayant pris la forme d'un dragon, n'apparaissant qu'en de rares occasions. Pour caresser le visage de ses enfants endormis face au regard pétrifié des nourrices, une autre fois pour prophétiser la mort de son époux qui avait fini ermite, et enfin pour se lamenter à chaque fois que les biens de Lusignan changent de propriétaire. Elle darda également une menace contre les édifices qu'elle avait bâtis, annonçant que ces forteresses iront chaque année sur sa promesse d'une pierre en périssant. Cette histoire est assez étrange en réalité, car il y aurait de nombreux témoignages allant dans ce sens. Bien qu'aucun ne soit réellement vérifiable, un réel mystère demeure, et cela aura fait naître un petit mythe sur les routes vendéennes. Le moine aurait été aperçu pour la première fois en 1980 environ, pas très loin de La Roche-sur-Yon. Silencieux, énigmatique, il montait à l'arrière des voitures sans mot dire, ce malgré quelques paroles de la part du conducteur ou des passagers présents. Inoffensif à première vue, il est resté plongé dans une sorte de méditation. Bien que certaines fois, il sortait de son mutisme, ce n'en était que plus inquiétant, car il se contentait de sortir une étrange phrase prophétique, n'annonçant rien de bon. Le printemps sera chaud, l'été sera brûlant, et l'automne sanglant, avant de disparaître comme s'il n'avait jamais existé. La rumeur voudrait que les conducteurs à qui il aurait dit ces mots auraient eu un accident de la route quelque temps après. Cela dit, ce n'est bel et bien qu'une rumeur impossible à vérifier également. Donc, restons sur quelque chose de plus concret. L'existence de cet étrange individu reste un mystère. Il aura sévi pendant quelques mois avant de tout bonnement disparaître définitivement. Mais le plus étrange est que de nombreux témoignages font état de son apparition et que ceux-ci n'étaient généralement pas directs. De nombreux coups de téléphone auraient aussi, selon certains dires, affolé les gendarmeries du coin. On ignore donc s'il aura réellement existé sans preuve formelle. Peut-être un simple canular, ou bien un réel esprit qui aura pour un temps hanté les routes. Quoi qu'il en soit, aucune victime ne semble à déplorer, et il ne semblait vouloir de mal à personne. On pourrait même se plaire à penser qu'il pourrait avoir eu envie de simplement nous prévenir d'un événement à venir. Mais ce moine restera une énigme dont on n'aura jamais la réponse. Une légende urbaine aujourd'hui, qui peut-être refera une apparition un jour sur les routes.
Ce sera bien la première fois que nous ne parlerons pas d'un monstre ou d'une créature magique, un fantôme ou que sais-je. Non, cette légende est bien plus simple. Mais laissez-moi vous peindre un tableau pour vous mettre dans l'ambiance. Vous marchez sur un chemin de campagne, et pour gagner du temps, vous décidez de couper par un champ. Les blés sont suffisamment hauts pour vous cacher une bonne part de vue, et votre seule boussole s'avère être le soleil du début d'après-midi. Vous marchez, encore et encore, sans fin presque. Pourtant, vous avez la certitude que c'est le bon chemin, en vain, car vous revenez à votre point de départ, reconnaissant les tiges de blé écrasées et les nombreuses directions que vous avez déjà prises. Impossible de ressortir de ce champ, impossible de retrouver la bonne direction, car même revenir sur vos pas pour ressortir par là où vous êtes entré ne marche pas. Alors, vous avez simplement marché sur l'herbe qui détourne, et dès cet instant, vous avez perdu tout sens de votre orientation. C'est du moins ce que veut la légende, une plante mystérieuse et inconnue, impossible à découvrir, qui aura par de nombreuses occasions fait parler d'elle, piégeant bûcherons en forêt et paysans dans son propre champ. Il n'était donc pas si rare de voir des personnes disparaître et réapparaître, dans un état tel qu'ils se donnaient l'impression d'avoir fait un long voyage, alors qu'ils avaient parcouru au mieux une lieue. On ignore qui aurait pu créer une telle aberration. La nature, ou alors la fée Mélusine en guise de vengeance. Certains pointent du doigt aussi les Phrases, des petits êtres capables de ramollir les pierres. Même sa forme et son apparence divergent en fonction des villes et villages où la légende accourt. La seule certitude, c'est qu'elle a, par bien des occasions, pu servir de prétexte à un mari revenu un peu trop tard d'une soirée de beuverie, alléguant à sa femme qu'il avait dû marcher sur l'herbe qui détourne. C'est vers une histoire un peu plus sombre que nous nous tournons. La bête du Gévaudan est probablement la créature ayant fait le plus parler d'elle en France, tant le mystère autour reste encore impalpable à ce jour. Mais pourtant, il y en a eu bien d'autres, et c'est le cas de la bête Faramine. On lui attribua bien des formes, celle d'un chien, celle d'un loup aux proportions délirantes, voire même certains disent qu'il s'agissait d'un oiseau. Ou pire, que sa forme ne pouvait être reconnue, laissant voir une bête difforme et dénaturée. Une seule certitude, elle est connue pour s'en prendre principalement aux enfants, et pas n'importe lesquels. Enfin si, tous, mais avec une petite préférence plutôt. Oui, la bête Faramine semble adorer les enfants qui crient beaucoup et ne sont pas sages. Plus ils faisaient des bêtises, plus ils avaient de chances d'attirer la créature. Les anciens profitèrent d'ailleurs de cette préférence pour faire comprendre à leurs enfants qu'il valait mieux bien se comporter, et allaient même jusqu'à montrer la forme de la bête dans les nuages pour les effrayer. Oui, car c'est dans le ciel qu'elle dormait le jour, à l'abri des hommes, et avait même pour préférence les cieux orageux, les Cahurots, comme on appelait ces temps d'orage, permettant à la créature de se reposer dans une ambiance plus sombre. Il s'avère que lorsque la bête Faramine ne peut se nourrir d'enfants, elle se rabat généralement sur des animaux et plus principalement ceux qu'on considère comme de la vermine. Mais en de rares occasions, elle a pu, par faim, s'en prendre à des proies plus grosses, telles que les hommes. Le seul point commun, c'est qu'elle ne s'en prend jamais aux personnes n'ayant pas commis d'actes mauvais. Peut-être qu'un cœur pur pouvait la repousser, ou à l'inverse, qu'une personne ou un enfant n'ayant eu que des mauvaises intentions pouvait l'attirer. Car un soir, elle s'en prit à un homme qui, selon l'histoire, avait évincé un rival pour s'accaparer alors sa promise. La bête lui tomba dessus alors qu'il rentrait chez lui en passant par des marais. Elle posa ses deux pattes avant sur sa tête, et ainsi, il dut la soutenir sur le reste du chemin. Portant le fardeau de l'animal, ce dernier le lâcha une fois chez lui, frappant dans ses mains et ricanant comme pour se moquer, avant de disparaître. Ainsi agissait la bête Faramine. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, il y a eu énormément de ponts du diable dans l'histoire, et celui-ci en est un. Enfin, pas exactement, c'est donc pour ça que je vais vous en parler, même si l'histoire peut sembler légèrement similaire sur certains points. Au 5e siècle, Saint Martin, après être parvenu à évangéliser une bonne partie de la région, voulait apporter la parole de Dieu sur les îles et posa son dévolu sur l'île Dieu. Mais cette dernière demeura inaccessible. Le diable surgit alors, proposant un marché, celui de bâtir un pont de terre et de sable afin de permettre à l'homme de traverser en échange de la première âme qui posera un pied dessus. L'homme de foi accepta sous deux conditions.
Le diable ne devrait tenter personne durant la construction et son pont devra être achevé avant le chant du coq. Ce fut à Notre-Dame-de-Mont que la construction commença. Une bande de terre sortant peu à peu de l'eau, se dirigeant tel un serpent vers l'île, mais le temps jouait en la défaveur du malin, qui, comme solution, ne trouva pas mieux que d'enivrer le coq afin qu'il ne se réveille point le matin. Plan qui tourna court, car le gallinacé confondit la lune avec le soleil et chanta en plein minuit. Saint-Martin ne manqua pas l'occasion et se gaussa du diable en lui rappelant que son pont n'était pas fini et qu'il n'avait pas honoré sa part du marché. Le matin se leva, et le diable bouffi d'orgueil prétexta que même si son pont n'était pas terminé, il lui suffirait de faire avancer l'île pour qu'elle s'y relie. En un claquement de doigts, l'île-dieu parut alors plus proche qu'elle ne l'était juste avant. Cependant, l'homme n'était pas dupe, mais joua la surprise en prétextant accepter la défaite. D'un mouvement de son manteau, il sortit un chat qu'il jeta sur le sable, offrant ainsi sa première âme au diable fourbe, qui de colère disparut après une tentative ratée pour détruire le pont. Car oui, le diable avait profité d'un effet d'optique, une fata morgana comme on l'appelle, pour faire paraître l'île plus proche qu'elle ne l'était. Voilà comment s'achève cette histoire. Comme j'ai pu traiter de la Vendée cette fois-ci, je ne pouvais pas manquer de faire un petit clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra sûrement, et je la remercie au passage car elle m'a aidé à embellir ce récit. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, j'ajoute que le phénomène de Fata Morgana est bien réel, rapprochant certaines îles peu éloignées et tout ce qui peut se trouver sur l'eau. Mais bien évidemment, ce n'est qu'une simple illusion, à l'image d'un mirage dans le désert. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire, que je serai ravi de lire et d'y répondre. Si vous avez des conseils à me donner, je serai également preneur, et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un retour vers le nord-est de la France. Portez-vous bien et à bientôt.